Parler un petit peu du CIRS sous assistance et voir quelles sont les pistes pour s'en sortir. Alors évidemment, là, ce sont pas il y aura très peu d'évidence-based medicine, comme on l'a dit, donc c'est pas des stratégies établies, c'est des pistes de réflexion plus et des histoires. Voilà, qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut encore aller chercher de l'optimisation sur ces malades-là. Conflit, bon, ok. Donc, un patient sous ECMO, ben, finalement, ça reste quand même une bombe à retardement ça va pas pouvoir durer très très longtemps. Et quand il n'est pas sevrable de son ECMO véno-artériel, ben, c'est un patient qu'on va inscrire dans un projet d'une chirurgie lourde, que ce soit une implantation de LVAD, voire de BIVAD ou de cœur total. On en a discuté tout à l'heure, ou de transplantation cardiaque, avec une durée de support en ECMO préalable qui est plus ou moins prolongée, hein. Voilà, on a vu, mais souvent c'est au moins une semaine, voire jusqu'à 3 semaines si on a attendu les 12-15 jours de priorité à la transplantation et le temps d'organiser, une fois qu'on n'a pas eu de greffon, la stratégie alternative derrière. Donc, c'est des patients qui sont susceptibles de développer ce qu'on appelle classiquement du CIRS, avec de l'inflammation multifactorielle, on va dire, mais en particulier sur une circulation extracorporelle un peu prolongée, avec un certain degré de vasoplégie, du risque infectieux véritable qui peut être associé, donc du CIRS parfois d'origine infectieuse également. Je passe les troubles de l'hémostase qu'on a déjà évoqués, les problématiques de surcharge pulmonaire et l'inflammation éventuellement que cela peut induire également, mais aussi le syndrome infiltré au troisième secteur et d'infiltration globale des tissus, bien sûr l'hémolyse et j'en passe. Attends, donc, ces altérations physiologiques qui sont induites ou associées à l'ECMO, voilà, sont schématisées résumées sur ce schéma d'un papier intéressant de perspective dans ICM, qui justement met en lumière un petit peu tous ces challenges qui nous attendent quand on a un patient sous ECMO. Donc, quelles sont les pistes d'optimisation? On dit, bon, il y a du CIRS, de l'inflammation. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Est-ce qu'on peut réduire un petit peu les conséquences de tout ça? Entre celui lié à l'ECMO, celui lié à la CEC qui peut être longue, hein, une implantation de Carmat, c'est 4 heures de CEC, hein, par exemple, hein. Donc, quand on a un patient qui a déjà 15 jours d'ECMO derrière, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Si en plus on doit sortir sous ECMO en post-opératoire de greffe ou de LVAD, c'est aussi des choses qui se surajoutent. Un des éléments importants sur le pronostic, on le sait, c'est le troisième secteur hein, de ces patients. Plus ils sont inflatés, plus positive leur balance hydrosodée, moins bon est le pronostic en réanimation. On a des pistes éventuellement maintenant sur les vasopresseurs. Donc, comment on va guider notre choix sur les vasopresseurs chez ces patients-là? Est-ce qu'il y a un bénéfice à utiliser différents vasopresseurs versus de fortes doses d'un vasopresseur qu'on a communément l'habitude d'utiliser? Voilà, c'est des choses qui peuvent se questionner. Et bien sûr, réduire tout ce qui est iatrogène sur ces patients-là, ben, la survolémie, la surcharge, on a tendance à beaucoup remplir ces patients-là parce que on a du mal à atteindre nos cibles de débit d'ECMO, mais est-ce qu'on n'est pas trop gourmand en termes de débit et le remplissage pardon, qu'on fait? Est-ce que il est bénéfique là sur la réponse de l'expansion volémique immédiate, mais est-ce qu'il est bénéfique sur le long terme aussi, et en termes d'accumulation des fluides? Voilà, donc tout ce qui va permettre de réduire un petit peu ces incidences-là peut avoir une importance. Décidément, j'arrive pas à me mettre dans le sens. Donc, premier volet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réduction de ces mauvaises humeurs et ce qu'on peut appeler dans la littérature, on voit parfois le concept de blood purification. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Ça fait un petit peu ésotérique, on va dire, hein. Donc, dire on va. Mhm.
on va exorciser les mauvaises humeurs du sang. Bon, non, je pense plutôt qu'on s'adresse à de l'hémoadsorption, on va moduler des taux de cytokine, par exemple, voilà, et voir ce qu'on peut avoir comme réponse sur l'inflammation systémique. Ouais, par exemple, ici, bah, la membrane neuve, on va dire, d'hémoadsorption, cytosorbe, elle est en circulation et une fois qu'on la rince pour restituer le circuit, ben, vous voyez qu'elle n'a quand même pas la même couleur qu'au début. On a des choses qui sont allées dessus. Bon, est-ce que c'est bien d'enlever tout ça? Est-ce que c'est pas bien? On va voir si on a des données. Alors, qu'est-ce qu'on enlève avec ce type de membrane? Ce sont des molécules, on va dire, d'assez haut poids moléculaire avec des cutoffs qui sont sur ce range-là entre un peu moins de 10 kilodalton jusqu'à 50 kilodalton. Et là-dedans, on a pas mal d'interleukines qui sont dans le spectre, mais aussi de la myoglobine, de la bilirubine, quelques médicaments hein, également. Alors, des fois, on peut faire le choix de vouloir les enlever. Pourquoi on préférerait ne pas les enlever? Voilà. Donc, il faut prendre tout ça en considération quand on fait de l'hémoadsorption, de savoir si au final on va être bénéfique ou pas. Juste pour illustrer, parce que dans la littérature, malheureusement, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de données solides, on va dire prospectives, randomisées, bien conduites, avec des patients bien sélectionnés. On a beaucoup de séries rétrospectives. On a dans le sepsis, avec des résultats qui sont pas forcément extraordinaires. Dans le Covid, ça a été décevant aussi. Voilà, dans la chirurgie cardiaque, l'endocardie, il y a des travaux qui commencent à se faire, mais on n'a pas grand-chose. Alors plutôt que faire euh, l'historique de l'ensemble des publications, juste un petit cas clinique qui euh, qui nous est arrivé, une femme de 60 ans, qui fait un choc septique sur une pyélonéphrite obstructive, qui va être opérée pour changement de ses sondes en JJ, et qui, en post-opératoire, ben, très vite développe un SDRA et une défaillance circulatoire assez sévère, admise en réanimation médicale, réintubée en post-opératoire, avec une dégradation rapide de son PAFI, de l'œdème pulmonaire manifeste, de l'acidose métabolique. Il le branche en dialyse très rapidement. Et on voit la situation hémodynamique se dégrader très vite, avec en 2 heures de temps un cœur qui passe de 40% d'éjection à 10%, ITV à 6, une augmentation importante du lactate, des doses de noradrénaline jusqu'à 6 mg/h, et il nous appelle à ce moment-là pour dire venez nous aider, on s'en sort plus, et donc on y va pour envisager l'implantation d'une ECMO sur ce qu'on pourrait considérer comme une cardiomyopathie associée au choc septique. Donc l'ECMO est mise en place, l'IGS-2 à l'implantation est assez élevé, 75, Sofascore à 13. Très vite, on n'a plus de débit pulsatile, une TCO2 qui est effondrée, une ECMO qui tourne à 3,5 litres, mais avec une situation qui est assez péjorative, à la fois sur le plan ventriculaire, malgré des doses d'amine assez importantes, et une vasoconstriction périphérique majeure avec des extrémités même qui sont d'allure ischémique. Bon, l'antibiothérapie est adaptée aux germes et on est dans un contexte de thrombopénie assez sévère, dans ce contexte probablement de CIVD associé. On considère qu'il y a quand même une forte probabilité d'avoir un orage cytokinique associé au choc septique et peut-être à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des toxines également qui circulent? Il n'y a pas de Covid, c'était une période de Covid, mais c'était pas le problème à ce moment-là. Et ben, on décide de mettre une cartouche d'absorption sur le circuit d'ECMO assez rapidement, dans les 8 heures qui ont suivi la mise en place de l'ECMO. Une deuxième. Tout ça pour vous dire que on a eu la chance de pouvoir faire des dosages d'interleukine 6 sur cette patiente-là à différents moments de la prise en charge. Et donc, vous voyez la courbe en bleu de l'évolution du taux d'interleukine 6 qui était extrêmement élevé à plus de 10 000 à l'admission avant l'implantation de l'ECMO. Et la diminution rapide en 48 heures
sous cytosorbe, qui est beaucoup plus rapide sur les premières, parce que plus on a des taux très élevés, plus on va réduire rapidement le taux plasmatique, avec un petit rebond quand même à l'arrêt de l'absorption, ce qui veut dire quand même qu'il y avait encore des choses qui circulaient et qu'on captait, avec associé avec une situation clinique de récidive de la vasoconstriction et des désordres microcirculatoires avaient commencé à s'améliorer, mais bon, finalement, ça a fini par rentrer dans l'ordre au bout de 24-48 heures. Voilà, donc pas de conclusion hâtive, l'évolution a été favorable après cela, mais simplement dire c'est très difficile en clinique, c'est de savoir quel profil de patient on a et partir de mettre de l'hémoabsorption sur des patients qui ont des taux de cytokines qui ne sont pas si élevés, ça servira absolument à rien. On fera peut-être plus de mal à enlever des médicaments que enlever des mauvaises humeurs. Mais voilà, le problème, c'est qu'en routine clinique, on n'a pas forcément tous facilement accès à ces dosages-là et qui nous guideraient peut-être éventuellement dans le choix de mettre en place ces stratégies qui sont quand même relativement coûteuses. En transplantation cardiaque, il y a quelques éléments alors là, c'est un papier rétrospectif. Fait qu'il y a une étude prospective qui a été menée et qui est randomisée. Je crois que c'était en Hongrie. On attend la publication des résultats qui ont présenté en congrès qui était assez encourageant. On voit là, dans cette cohorte rétrospective, certes de petits effectifs, de groupes de 16, une réduction importante des doses de noradrénaline dans les 48 premières heures et une clairance, enfin en tout cas un décalage dans le taux du lactate avec une clairance qui est à petit peu près similaire, mais avec un taux qui partait d'un peu plus bas. Et sur ces petits effectifs, une mortalité qui était un petit peu en faveur de l'hémoabsorption, puisqu'il n'y avait pas de décès dans ce groupe-là, il y en avait deux dans l'autre groupe. Enfin, ça, c'est à prendre de façon extrêmement prudente. En ce qui concerne les vasopresseurs et la gestion des inotropes pour les patients sous ECMO, on va surtout s'intéresser au côté vasopresseur. Voilà, il y a un joli papier là aussi qui introduit ces notions-là dans ICM sur les éléments sur lesquels on va pouvoir jouer à la fois sur le plan vascularisation pulmonaire, inotropisme et choses comme ça, mais aussi sur la vasoplégie, ce sur quoi on va plus se concentrer. Et c'est un problème qui est très fréquent, la vasoplégie sous ECMO, vous le savez, hein, quasiment tous les patients ont de la noradrénaline quand ils sont sous ECMO, au moins au début, malgré des débits circulants qui sont censés être efficaces avec des index cardiaques qui sont très souvent restaurés au-dessus de 2. Je passe assez vite sur ces éléments-là. Pour s'intéresser à ce qui se passe avec la vasopression, alors peut-être juste revenir. Vous savez bien qu'il y a trois systèmes hein, de régulation de la pression artérielle entre le système adrénergique, le système arginine, vasopressine en réponse au stress et le système, la voie de l'angiotensine. Donc, chacun de ces systèmes peuvent être altérés au cours du choc et l'idée c'est d'essayer d'agir sur chacun des systèmes ou au moins plusieurs de ces systèmes pour aider au contrôle de la vasoplégie. Là, c'est une étude expérimentale qu'on avait menée dans notre laboratoire pour faire, enfin, c'était l'infarctus non assisté et on avait comparé un petit peu des éléments d'hypoperfusion tissulaire sur la saturation mésentérique en oxygène par la NIR, le lactate, et on avait fait des dosages de copeptine, qui est un biomarqueur de la sécrétion de vasopressine intrinsèque. Et on avait traité nos animaux soit avec un inhibiteur du récepteur de la vasopressine, du V1A, et d'autres avec un agoniste qui était ici la terlipressine. On voit que alors les éléments en hachuré sont les éléments qui ont l'infarctus. Hein, voilà.
On voit que le fait d'inhiber le récepteur de la vasopressine, ça a préservé ces animaux des conséquences d'hypoperfusion tissulaire, même si c'était un peu plus hypotendu euh, dans la phase post-infarctus avec défaillance cardiaque sévère. Et en même temps, ils avaient tous une sécrétion de vasopressine intrinsèque assez élevée. On va parler sur les taux de copeptine. Et quand on leur administre un agoniste du récepteur, ça avait un effet de rétrocontrôle par sur la sécrétion de vasopressine intrinsèque. Ils avaient donc des taux de copeptine assez bas. Ça pour vous dire que dans cette situation-là où on n'a pas d'assistance en débit, probablement, faut faire attention avec les vasopresseurs parce que on risque d'altérer la microcirculation, la perfusion tissulaire. Dans l'étude Banks, qui était une étude en chirurgie cardiaque, donc pas forcément en choc cardiogénique et sous assistance, les éléments qui interpellent, c'est l'effet dans les outcomes secondaires sur la fonction rénale, sur l'incidence de fibrillation atriale. Et donc, peut-être, c'est des choses qui nous parlent aussi pour les malades sous assistance. Et est-ce que on n'a pas les données pour les patients sous ECMO, mais on peut se poser la question de savoir si utiliser de la vasopressine chez ces malades-là sur lesquels on contrôle le débit, peut-être que ça peut avoir un intérêt pour réduire certains éléments d'effets secondaires. Bon. Ça, c'est une stratégie qui avait été plutôt appliquée pour la vasoplégie post-CEC, mais elle reste un petit peu valable sur le plan conceptuel. Donc, de norépinéphrine en première intention et l'association assez précoce avec la vasopressine. Et ensuite, dans un deuxième donc, soit on démarre par l'un, soit on démarre par l'autre, dans un deuxième temps, on combine les deux. Et après, en troisième ligne, les thérapeutiques de rescue avec le bleu de méthylène ou l'angiotensine 2 qui commence à apparaître maintenant, et d'autres stratégies mais qui sont plus confidentielles, en vrai. Cet élément intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur les malades sous écho. Là, il y a quelques données expérimentales, donc de cochons mis sous ECMO avec un syndrome post-arrêt cardiaque, hein, finalement, donc un modèle de vasoplégie, sont traités sous noradrénaline ou vasopressine. Le débit d'ECMO est similaire dans les deux groupes. Le lactate, il est bon, la clairance du lactate est améliorée avec la vasopressine et les doses le volume total de fluide administré à ces animaux, il est considérablement réduit dans le groupe sous vasopressine. C'est presque des différences, passe de 13 000 de millilitres à 2 ou 3 000 millilitres. C'est plus que divisé par 3. Et pour autant, et de la même manière, sur le rapport poids sec, poids humide au niveau pulmonaire, il y a aussi une différence significative avec un taux d'œdème quelque part qui est plus faible quand on les traite avec la vasopressine. Donc potentiellement, sur cet effet troisième secteur ou autre, il pourrait y avoir un bénéfice à utiliser ou au moins à combiner avec de la vasopressine. Donc ça reste à démontrer. Euh, c'est peu décrit, mais voilà, c'est une piste de réflexion. Toujours est-il qu'il faut toujours, quand on utilise ces vasopresseurs à assez forte dose ou des agents assez puissants comme l'arginine vasopressine, bien surveiller la perfusion tissulaire, la microcirculation pour avoir à un moment donné si on bascule pas dans quelque chose de plus problématique. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Là, c'était